La Corse en état de choc après l'assassinat du maire de Soveria. Émile Zuccarelli, maire radical de gauche de Bastia, est l'invité du 19-20. Vœu de paix dans le monde, mais Saddam Hussein souffle le froid. Il annonce qu'il a amassé 60 divisions de son armée sur la frontière avec l'Arabie Saoudite et lance des menaces au roi Fahd. Dur de faire le plein. Après l'échec de plus de 100 francs, les pompistes veulent boycotter les cartes bleues de moins de 200 francs. Motif, les frais bancaires liés à ce type de prélèvement. Retrouvés au Japon après avoir été volés en 85, les célèbres vases galets du musée de Nancy sont revenus en France pour expertise. Le juge refuse de les rendre. Polémique franco-nippone. Bonsoir, la Corse ne connaît pas de trêve. Paul Mariani, maire d'hiver gauche du village de Soveria, a été assassiné hier soir de 4 balles tirées par un inconnu cagoulé qui a réussi à s'enfuir. Le maire aurait riposté avant de s'effondrer. Aucune revendication pour le moment, mais ce soir, toute l'île est en état de choc. C'est le 3e élu tué en 1 an. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Tout de suite les faits. Reportage en Corse. Paul Mariani, le maire de Soveria, a été abattu devant son domicile hier vers 18 h. Un meurtre perpétré avec un effroyable sang-froid. Alerté par des pierres lancées contre son volet, Paul Mariani est sorti sur le pas de sa porte, alors que les rues du village étaient soudain plongées dans l'obscurité. Le système de minuterie aurait été déconnecté momentanément. Une manœuvre préméditée qui laisse supposer que l'agression aurait été commise par plusieurs personnes. 4 à 5 détonations ont été entendues et les enquêteurs ont relevé 4 impacts dans le corps de la victime. Paul Mariani, atteint notamment en plein cœur, est mort sur le coup. Si on laissait entendre encore ce matin qu'il s'agissait de balles de 9 mm, cet après-midi, les enquêteurs se montraient plus circonspects et préféraient attendre l'autopsie qui sera pratiquée demain pour se prononcer définitivement. Toutefois, une douille de balles de 7,65 et un 22 long rifle ont été retrouvés sur les lieux. Des découvertes qui laissent les artificiers perplexes. En outre, selon les premières informations, il n'y aurait aucun lien entre ce meurtre et les 2 autres commis ces derniers mois contre messieurs Grossetti et Tiroloni. L'enquête, confiée à la police judiciaire de Bastia hier vers 20 h 30, sur décision de M. Riolacci, procureur de la République, s'annonce d'ores et déjà particulièrement difficile. Première réaction, celle de François Doubin, ministre du Commerce et de l'Artisanat. Paul Mariani travaillait dans son cabinet. François Doubin très choqué par l'assassinat de son collaborateur. On l'écoute. D'une petite commune, bien sûr il y a toujours des rancœurs communales, mais c'est pas pour ça qu'on peut tuer un homme. Il n'était pas engagé dans le débat actuel qui anime les Corses. Il était d'une scrupuleuse honnêteté. Il n'y a donc rien à voir avec un quelconque règlement de compte. Je vous dis, quand je suis écœuré, pourquoi a-t-on tué Paul Mariani? Pour rien. Pour rien comme ça. Parce que la violence est devenue une solution pour certains. Invité du 19-20 en direct de Corse, Émile Zuccarelli, le maire émergé de Bastia. Émile Zuccarelli, bonsoir. Bonsoir. Première question, que ressentez-vous ce soir après cet assassinat? Une profonde consternation, le choc, la stupeur. Comme vient de le dire François Doubin, ce meurtre est a priori inexplicable. Il touche un élu estimé, un ami, et la Corse est dans une profonde tristesse et une profonde inquiétude. Car, au-delà des motivations que l'on peut chercher à ce crime affreux, on constate qu'il y a eu en Corse, l'an passé, 14 meurtres dont aucun n'a été élucidé. Oui, justement, vous restez avec nous, Émile Zuccarelli. Vous le disiez à l'instant, 14 meurtres dont aucun n'a été élucidé, un climat de violence qui inquiète aujourd'hui toute l'île. Certains parlent même de l'exemple désastreux de la Sicile. Une année 90 marquée par un nouveau statut, mais aussi par un véritable engrenage, règlement de compte ou assassinat politique. Rappel de cette année dramatique avec FR3 Corse. 90 est un marqué d'une croix rouge en Corse, compte tenu du nombre de meurtres perpétrés. 26 homicides volontaires ont été commis. En 89, ce chiffre était de 15.
Inutile de jouer sur les chiffres ni de les contourner, ils sont inquiétants. Sur les 26 homicides volontaires, les services de police attribuent 11 règlements de compte certains. La différence va du meurtre passionnel, d'affaires d'ordre privé, au meurtre dit politique. Depuis septembre dernier, il est vrai que le monde politique semble être visé. Tout d'abord avec le meurtre de Charles Grossetti, maire de Grosseto, près d'Ajaccio, assassiné à Porticcio, un meurtre qui avait provoqué beaucoup d'émotions en Corse. Tout comme le meurtre de Lucien Tiroloni, président de la Chambre d'agriculture, tué par un homme le 19 décembre à la sortie de son bureau à Ajaccio. Cette nuit, un pas de plus a été franchi dans la violence. Paul Mariani, maire de Soveria, a succombé sous les balles d'un agresseur. Dérives mafieuses, règlements de compte, crimes politiques, aucune piste ne permet aujourd'hui d'étayer une hypothèse. Alors justement, Émile Zuccarelli, 14 assassinats en un an. À votre avis, y a-t-il un lien entre tous ces meurtres ou tous ces attentats? Il y a un lien en ce que l'impunité constante des assassins encourage les assassins actuels et futurs. Il est clair qu'en Corse, l'ordre public n'est pas assuré. La violence se donne libre cours dans tous les domaines et sous toutes les formes. Et il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation menée avec une diligence suffisante. Il faut quand même que l'État revienne à son devoir premier, qui est la sécurité des biens et des personnes. Monsieur Zuccarelli, tout de même, si on revient sur le fond des choses, lorsqu'on regarde tous ces meurtres, on parle de dérive mafieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, cette expression de dérive mafieuse? Il y a des dérives mafieuses quand la population progressivement a peur. Et je crois que le danger qui guette la Corse, c'est en effet la peur qui commence à gagner une population qui ne se sent plus protégée. L'État s'est attaché ou s'est imaginé qu'il pourrait régler les problèmes de la Corse par des mesures institutionnelles. C'est une erreur, nous avons cessé de la dénoncer. Maintenant, nous avons en effet un danger de dérive mafieuse que j'avais dénoncé de longue date. Si on revient un peu plus tard sur la responsabilité de l'État, tout de même, qui est derrière? Est-ce qu'il y a des groupes politiques? Évidemment, on pense à FLNC et à ces nouveaux mouvements qui sont créés. Est-ce qu'il y a aussi des associations qui, elles, simplement, ont le recherche de l'argent? Qui est derrière? Mais la violence est multiforme et je n'ai pas, faute justement d'enquêtes ayant abouti, les moyens de désigner les coupables des différents meurtres. Je dis simplement qu'il y a en Corse un climat, qu'il y a une situation qui appelle des mesures d'urgence. Alors ça veut dire que selon vous, le gouvernement et le président de la République qui réunit donc un conseil restreint jeudi devraient quoi? Envoyer davantage de forces de l'ordre sur place? On sait à quel point il est difficile de faire une enquête en Corse. Ce que je sais, c'est qu'il y a, semble-t-il, une prise de conscience qui s'est opérée puisque, en effet, le président de la République convoque un comité ministériel restreint. Je crois que c'est un signe encourageant. J'espère que cette prise de conscience ira en effet jusqu'à prendre des mesures nécessaires. Il faut des moyens suffisants et il faut une motivation suffisante. Qu'est-ce que c'est les moyens concrètement? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, du président de la République? Concrètement, des CRS, des gendarmes, quoi? Il faut des magistrats et il faut des policiers en nombre suffisant avec des instructions pour diligenter les enquêtes avec toute l'énergie voulue. Lorsque vous dites que le gouvernement a été laxiste, au fond, j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu vos accusations. On discutait, on préparait un statut, vous voulez dire que le ministre a joué l'apaisement sur place? Je n'ai pas dit que le gouvernement a été laxiste, je dis que le gouvernement a pensé qu'il allait résoudre le problème de la Corse par des mesures institutionnelles. C'est une erreur. Attendre que des mesures institutionnelles produisent leurs effets pour s'attacher réellement à maintenir en Corse l'ordre public, c'est une erreur. Et j'espère qu'on va revenir de cette erreur. Émile Zuccarelli, je vous remercie d'avoir été en direct dans le 19-20. À l'étranger, tous les chefs d'État voient le calendrier de l'année marqué par une date, le 15 janvier, et à l'approche de l'ultimatum de la crise du Golfe, plusieurs d'entre eux ont appelé à la raison. Lors de la cérémonie traditionnelle des vœux, François Mitterrand s'est montré optimiste quant à une solution diplomatique, c'était hier soir, mais il est resté très ferme avec l'Irak. On l'écoute. En tout état de cause, la France appliquera les résolutions du Conseil de sécurité, y compris le recours éventuel à la force. Voilà pourquoi j'ai décidé l'envoi de nos soldats au Moyen-Orient. Mais je crois encore aux chances de la paix. Et la France y travaillera jusqu'au bout.
à la condition de tenir bon sur les principes. C'est ce qui s'est produit pour les otages. Aujourd'hui, ils sont libres. C'est ce qui peut se produire demain pour le Koweït. Je l'ai dit à la tribune des Nations Unies le 24 septembre dernier, il faut que l'Irak s'en convainque. Le Koweït occupé, rien n'est possible. Le Koweït évacué, tout le devient. Sur le terrain diplomatique, justement, le secrétaire d'État américain James Baker effectuera une tournée diplomatique en Europe, mais aussi dans le Golfe, avant le 15 janvier. C'est le Washington Post qui l'affirme, tournée diplomatique de la dernière chance, alors qu'au Proche-Orient, cette menace de guerre a marqué toutes les cérémonies du 1er janvier. Sylvie Levet. Au pied du Sphinx, jour J-1 pour la nouvelle année. C'était hier soir au Caire, quelques 5000 Koweïtis dans une prière aux chandelles en train de rêver leur Koweït City, une nuit de paix retrouvée. Ailleurs aussi, la paix, la guerre, des mots sur toutes les lèvres. If force is necessary, it will be quick, massive and decisive. This will not be another Vietnam. Un Don Quayle qui ne mâche pas ses mots, histoire de maintenir à la hausse le moral de ses boys, histoire surtout de remettre en mémoire à Saddam Hussein toute la détermination américaine. Pour autant, dans les coulisses du pouvoir, à Washington comme à Bagdad, on semble de plus en plus privilégier la carte diplomatique. James Baker serait même attendu prochainement en Irak. Tandis qu'à Moscou, Mikhail Gorbatchev glisse dans ses vœux adressés à George Bush son souhait de voir la CEE avancer vers la paix. Les 12 doivent en effet se rencontrer vendredi prochain à Luxembourg. Bagdad, ce matin, des femmes à genoux en train de prier Allah, guerre ou paix. Et puis on vient de l'apprendre, le président irakien Saddam Hussein a annoncé que son armée venait de placer 60 divisions sur la frontière avec l'Arabie Saoudite, et cela en prévision d'une attaque américaine sur son pays. Le président irakien qui menace ce soir l'Arabie Saoudite de représailles en cas d'attaque, une nouvelle étape dans l'épreuve de force. En Israël, la première journée de l'année aura aussi été vécue sous le signe de la tension. La police et l'armée israélienne ont en effet été mises en état d'alerte. 2 Palestiniens ont été tués dans la journée. Le Fatah célébrait le 26e anniversaire de sa première opération, anniversaire en forme de démonstration de force. Joël François Dumont. Pour commémorer le 26e anniversaire du déclenchement de la lutte armée contre l'armée israélienne par la branche militaire du Fatah, l'une des principales composantes de l'OLP, jeunes et vieux, femmes et enfants sont descendus dans la rue en scandant des slogans. Une occasion pour eux également d'honorer la mémoire des 755 victimes palestiniennes depuis le début de l'intifada en décembre 1987, des enfants ou des adolescents jetant des pierres pour la plupart tombés sous les balles de soldats israéliens. Le premier bilan de ces manifestations à travers la Cisjordanie fait état ce soir de 2 morts tués par balles près de Naplouse. Les Israéliens, redoutant un attentat spectaculaire aujourd'hui ou des incidents particulièrement violents, avaient pris des mesures de sécurité exceptionnelles. La police et les soldats étaient placés en état d'alerte maximum, les frontières étaient pratiquement fermées, tous les grands axes étroitement surveillés, ainsi que l'accès aux grandes villes où les soldats en armes ont patrouillé toute la journée. Le couvre-feu avait déjà été instauré depuis dimanche dans la bande de Gaza. Les habitants de Cisjordanie étaient littéralement bouclés et interdits de séjour à Jérusalem. Ces images tournées aujourd'hui, envoyées par la télévision israélienne, témoignent de l'imposante mobilisation des Palestiniens déçus de voir l'ONU rejeter hier la proposition de condamnation des violences israéliennes qui avait inspiré Yasser Arafat. Et puis tout de suite une dépêche en urgence, le colonel Kadhafi vient d'annoncer un sommet Kadhafi-Moubarak-Assad, le chef d'État de la Libye, de l'Égypte et de la Syrie. Le sommet pourrait avoir lieu à Tripoli. En Somalie, les rebelles se sont emparés d'une partie de la capitale, Mogadiscio, et le président Siad Barré a dû quitter le palais présidentiel pour se réfugier dans une caserne près de l'aéroport. Combat à l'arme lourde entre les troupes régulières et les rebelles, des centaines de civils seraient morts depuis hier. Correspondance de l'AFP, Michel Saillant. Après plus de 48 heures de combat, les rebelles du Congrès de la Somalie unifiée n'étaient toujours pas parvenus en fin d'après-midi à déloger le président Mohamed Siad Barré, retranché dans la base aérienne de Al-Anleh, aux portes même de Mogadiscio. Si le retour au
Islam est intervenu dans certains quartiers, tous contrôlés par les antigouvernementaux, les combats se déroulent toujours au palais présidentiel, la Villa Somalia, à l'aéroport et peut-être même au port selon une source sûre. Le port et l'aéroport sont ainsi de facto fermés au trafic à Mogadiscio où ne fonctionne ni le téléphone ni le téléx. À Londres, l'USC a assuré contrôler la totalité de la ville, ainsi que depuis la nuit dernière, la télévision et la radio. Mais rien n'est moins sûr car dans la matinée, Radio Mogadiscio a émis pendant un quart d'heure pour donner un bulletin de la situation à l'étranger et ne mentionnant pas la guerre civile qui fait rage dans la capitale. Nairobi, Didier Lapéroni, AFP Audio. En France, il va bientôt être plus difficile d'acheter de l'essence que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Après avoir refusé les chèques de plus de 100 francs, le principal syndicat de pompistes dit non aux cartes bleues de moins de 200 francs. Et de cette guerre des pompistes contre les banques, ce sont évidemment les automobilistes qui en font les frais. Reportage Caroline Sins et Philippe Jasselin. En dessus de 100 francs d'essence, pas de chèque. En dessous de 200 francs, plus de carte bancaire. C'est le syndicat des détaillants en carburant qui appelle à ce boycott. Raison, la carte coûte trop cher aux pompistes à cause des banques. Celles-ci reçoivent 1 franc par facture, plus 60 centimes de commission fixe, plus une commission proportionnelle au montant. C'est cette dernière commission en moyenne de 1% que les pompistes veulent faire baisser. Mais cette interdiction ne semble pas être la panacée. Interdire les cartes bleues, non, parce que bon, je pense que comment dire, c'est le moyen le plus facile, disons, d'être quand même remboursé, parce que bon, vous avez une certaine somme qui est remboursée par rapport à la banque, qui sont obligés. Par rapport au chèque, c'est vrai que c'est pas négligeable, hein, de toute façon. Demain, payer son essence pourrait devenir un véritable casse-tête. Pas de chèque, pas de carte bleue, je change de station. Aucun problème, ça ne me dérange pas du tout. Je paye toujours en liquide. Les pompistes ont lancé un ultimatum aux banques et au ministère des Finances. Si aucune décision n'est prise avant le 30 janvier, ils menacent d'augmenter le prix de l'essence d'1 centime par litre. Et dernière mauvaise nouvelle justement pour l'essence, elle a augmenté aujourd'hui. Même punition pour les fumeurs, plus 1% pour chaque paquet de cigarettes. Il y a aussi de bonnes nouvelles avec une hausse du RMI et des retraites. Isabelle Billet l'a bien nommée et Isabelle Loué nous font le point du cru 91 des changements. 1991 n'épargnera pas votre porte-monnaie. Au chapitre des hausses, l'essence flambe. Dès le 7 janvier, le super prendra 6 centimes. Et automobilistes, attention, les pompistes sont décidés à refuser les chèques pour un paiement supérieur à 100 francs et les cartes bleues pour un montant inférieur à 200 francs. Vous laissez de côté vos véhicules, mais soyez rassurés, la RATP a pensé à vous avec la mise en service de BOA, le nouveau métro parisien. Coup de neuf également pour la carte orange qui adopte le format carte de crédit. Ce nouveau laissez-passer desservira désormais 3 zones supplémentaires. Naissance de la contribution sociale généralisée, un nouvel impôt destiné à combler le déficit de la sécurité sociale. Il devrait rapporter 37,5 milliards à l'État. Alors dès le 1er février, tout le monde, y compris les chômeurs, versera 1,1% de son salaire brut à la CSG. Au chapitre des largesses sociales, à noter le petit coup de pouce donné au RMI, plus 36 francs chaque mois. Augmentation également d'une grande partie des prestations sociales, comme les pensions de retraite versées par la sécurité sociale, les allocations familiales ou encore les allocations solidarité pour chômeurs de longue durée. Réveil douloureux pour les fumeurs. Dès ce matin, le tabac a augmenté de 3%. De plus, il leur est désormais interdit de fumer dans tous les trains de banlieue, des mesures qui enchantent les non-fumeurs. À chacun sa note, désormais les habitants des immeubles équipés de chauffage collectif paieront leurs factures au prorata de la surface des appartements. Une mesure qui vise à freiner la consommation de vos voisins, toujours trop dépensiers. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, à commencer par un réveillon dramatique dans les Vosges. Commentaire, Laurence Bobillier. Fin de réveillon tragique dans les Vosges. Peu après minuit près de Saint-Dié, une explosion a provoqué la mort d'un bûcheron alors qu'il manipulait des explosifs en compagnie de son fils et d'un ami pour fabriquer sans doute un feu d'artifice artisanal. Le bûcheron a été tué sur le coup, les 2 autres sont grièvement brûlés. Le Baron Noir bloqué à Paris. Albert Maltrait s'apprêtait à s'envoler pour rejoindre l'armée de Saddam Hussein, mais à l'aéroport d'Orly, il n'a pas eu l'autorisation d'embarquer. Celui qui s'est rendu célèbre pour avoir survolé Paris la nuit est soumis à un contrôle judiciaire lié à son divorce. L'aviateur pourrait obtenir l'autorisation de partir demain.
L'aigle de Bakou intouchable. Garry Kasparov a remporté le championnat du monde d'échecs et il emporte le pactole, 1,5 million de dollars. La dernière partie s'est conclue sans surprise par un nul hier soir à Lyon. Kasparov était assuré de conserver son titre depuis mercredi dernier. L'est de la France sous les eaux. En Champagne-Ardenne, on redoute des crues importantes dans les prochains jours. Même crainte en Franche-Comté et en Alsace. Une nouvelle qui attriste tous les journalistes et tous les techniciens de la 3. Philippe Perrabon est mort tôt ce matin. Il s'est tué dans un accident de la route en région parisienne. Philippe Perrabon avait 24 ans. Il était motard dans notre société depuis 4 mois. Toute l'équipe s'associe bien sûr à la tristesse de la famille. À Nancy, le juge Thiel, ex-juge d'instruction, laisse un cadeau empoisonné à son successeur. L'affaire des vases galets, des vases qui appartenaient au musée de la ville, ils ont été volés en 85 et retrouvés à Osaka, au Japon. Après une longue enquête, ces précieuses pièces ont été remises à l'ambassade de France pour expertise. Seulement voilà, le juge a toujours refusé de les rendre. Rappel des faits à Nancy de Thierry Chauffour et Jean Baudin. 28 avril 1985, 5 vases en pâte de verre de Galets et Dôme disparaissent du musée de l'école de Nancy. Le système d'alarme n'avait pas été branché. Parmi ces prises, la coupe Simon et les 2 mains aux algues et aux coquillages sont des œuvres références. Après 5 ans d'enquête, 4 de ces 5 prises ont regagné la Lorraine. C'est d'Osaka au Japon qu'elles ont été ramenées par 2 enquêteurs du SRPJ et le conservateur du musée. Ces vases d'une valeur de 30 millions de francs étaient détenus par un particulier qui les avait acquis il y a 4 ans environ. Reste pas mal de questions en suspens. Quel a été l'itinéraire des pâtes de verre jusqu'à Osaka et surtout les conditions de la négociation? La justice n'est pas une affaire de marchands, aucun engagement contraire aux principes généraux du droit français, droit pénal, procédure pénale, n'a été souscrit à l'égard des autorités japonaises. Aucun dédommagement financier, c'est pourtant ce qui se pratique couramment dans les transactions de récupération d'œuvres d'art avec le Japon. Si l'enquête a été si longue et difficile, c'est aussi parce que le Japon ne reconnaît aucune convention d'entraide internationale entre les polices. L'enquête n'est pas close, une 5e pièce manque à la collection. Une seule certitude, ce galet de 1889 ne se trouve pas au Japon. Un superbe livre vient de paraître chez Robert Laffont. Le texte est millénaire, mais la traduction est nouvelle. Le texte, c'est le Coran. Et le traducteur, André Chouraki, grand écrivain et spécialiste des textes sacrés. Il avait déjà traduit l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce travail d'érudition sur le Coran lui a pris plusieurs années. Reportage de Clément Veyrenal et Pierre Michel. Au nom d'Allah, le matriciant, le matriciel. Ar-Rahman ar-Rahim. Après la Bible hébraïque et les évangiles, André Chouraki traduit le Coran. 4000 ans de tradition, 50 ans de travail et 5 ans d'écriture, c'est ainsi que Chouraki, qui domine aussi bien le français, l'hébreu que l'arabe, résume cette nouvelle traduction. Une traduction qu'il annonce comme radicalement nouvelle. Comme dans toutes les langues sémitiques, explique-t-il, il faut revenir aux racines des mots, retrouver le message originel du texte, altéré par des siècles d'erreurs et d'incompréhension. Pour le Coran, le problème est plus grave que pour la Bible. Parce que pour la Bible, les traducteurs grecs et latins de la Bible voulaient prouver que c'était très beau. Et les traducteurs du Coran avaient pour mission explicite de démontrer que le Coran était une imposture et Mohammed un imposteur. Pour Chouraki, le Coran est d'abord un cri, un appel. C'est d'ailleurs selon lui la signification précise du terme Coran. Derrière chaque mot, chaque verset, l'écrivain cherche à faire surgir un sens nouveau. Toutes les traductions traduisent, alhamdoulilah, Allah est louangé. N'est-ce pas? C'est le digne de louange. Alors que la racine hamada dans toutes les langues sémitiques, c'est le désir. C'est comme si Mohammed dit, tu ne désires pas la femme de ton prochain, tu ne désires pas son âme, désire pas son âme, tu ne désires pas son truc, désire Allah. Restituer la révélation d'Allah reçue par Mahomet, tel est l'objectif de ce Coran, cet appel traduit par Chouraki et qui veut littéralement faire entendre en français les sonorités du texte arabe. Une traduction surprenante et qui ne laissera pas le lecteur indifférent, qu'il soit croyant ou athée.
Plus prosaïquement, cotillon, concert de klaxon, l'enterrement d'une année ne se fait jamais dans la discrétion. Le passage du 31 décembre au 1er janvier était dignement ou moins dignement fêté partout dans le monde. Pour sortir des sentiers battus des Champs-Élysées, Hervé Dino a fêté tous les réveillons de la planète en commençant par Moscou et un verre de vodka. Drapeau américain et drapeau soviétique côte à côte sur la place rouge pour ce nouvel an 91. Mais l'élixir de fête est resté bien local. Les moscovites ont choisi la vodka et le champagne rose de Géorgie pour affronter un avenir qui n'aura sans doute pas la même coloration. Dans l'espace, depuis plusieurs semaines, leurs compatriotes, Viktor Afanassiev et Musa Muranov, n'ont pas boudé les nourritures terrestres. Caviar et saumon, voilà un repas apparemment très léger. Les Marines américains en escale aux Philippines, avant de partir pour le Golfe, ont opté pour la bière. Beaucoup de bière. Le choix du repas n'a pas été difficile, ces bidas affirment tous vouloir dévorer tout cru Saddam Hussein. Cela ne semble pas inquiéter outre mesure la Jet Society irakienne réunie dans les hôtels de Bagdad. Entre deux ondulations du bassin, humour noir et cotillon au programme. On se raconte la dernière blague en vogue. Il paraît en effet que le calendrier irakien ne comptera que 15 jours en 1991. À Londres, le traditionnel rendez-vous de Trafalgar Square avait attiré cette année 60 000 personnes. Mais les Londoniens ont semblé en petite forme, puisqu'on ne dénombre qu'une trentaine de blessés et 145 arrestations pour ivresse. Les bellâtres romains ont attendu le petit matin pour sabler le champagne, avant de plonger à corps perdu dans l'année 1991. Et pour terminer, les résultats du tiercé Quartet Plus, Quintet Plus qui se court aujourd'hui à Vincennes. Pour le tiercé, il fallait jouer le 15, le 6 et le 12. Vous voyez les rapports s'afficher sur votre écran. Pour le Quartet Plus, il fallait jouer le 15, le 6, le 12 et le 2. À nouveau les rapports. Et pour le Quintet Plus, le 15, le 6, le 12, le 2 et le 9. Il est tout juste 20 h. Tout de suite le rappel des titres du 19-20. Florence Daucher. Golfe, Saddam Hussein annonce le renforcement des effectifs aux frontières d'Arabie Saoudite. 60 divisions auraient été dépêchées aujourd'hui. Par ailleurs, le numéro 1 irakien menace l'Arabie Saoudite de représailles si elle autorise une attaque contre l'Irak. Après l'assassinat non revendiqué de Paul Mariani, le maire d'un village de Haute-Corse est le 3e élu tué en un mois. L'île est en état de choc. François Mitterrand convoquera jeudi, à l'issue du Conseil des ministres, un conseil restreint. Pour Émile Zuccarelli, député maire émergé de Bastia, qui était l'invité du 19-20, il y a un lien entre tous ces meurtres lorsque l'impunité encourage les assassins. Pour lui, l'ordre public n'est pas assuré en Corse. Il faudrait que l'État assure la... Des titres qui seront bien sûr développés dans votre prochain rendez-vous avec l'information. C'est Soir 3 à 22h15, présenté par Fernand Tavares. Avant cela, sur FR3, un téléfilm à 20h40, L'enfant des loups. Tout de suite, la météo complète de Michel Touré. À demain 19h. Bonsoir.